Bonjour, nous sommes le jeudi 17 décembre 2015. D'habitude, je fais la vidéo le vendredi, je la fais aujourd'hui un jeudi parce que demain, à l'heure où j'enregistre ma vidéo habituellement, je serai avec les 7 autres experts de notre groupe de réflexion, de notre comité. Nous nous trouverons en face du ministre des Finances, Monsieur Johannes van Overtveld, ministre des Finances belge, et nous lui remettrons le rapport sur lequel nous travaillons depuis 8 mois. Voilà. Euh, je suis à Bruxelles. Il fait 14 degrés, c'est 8 degrés de plus que la moyenne saisonnière. Et je ne sais pas l'effet que ça vous fait. Moi, l'autre jour, vous avez vu, je suis passé devant ce petit calvaire breton, pas très loin d'où j'habite, et il y avait les jonquilles qui étaient en fleurs. Et c'est un frisson d'horreur qui m'a parcouru. Je voyais des gens autour de moi qui, eux, trouvaient ça très sympathique, très amusant, formidable. Formidable. Bah, vous savez, on dit Noël au balcon, Pâques au tison, c'est-à-dire que les choses finissent toujours par s'arranger. L'équilibre, l'homéostase va fonctionner. J'en suis pas convaincu. Ces 8 degrés de plus que la moyenne saisonnière sont absolument inquiétants parce qu'ils font partie je dirais, d'une une image générale de choses qui sont en train de se dégrader et à une vitesse rapide, avec une accélération apparente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'actualité? Eh bien, il y a le fait que finalement, Madame Yellen, à la tête de la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, a relevé légèrement les taux d'intérêt à très court terme. Alors ça peut produire des catastrophes, on va voir dans la journée, on va voir dans les semaines qui viennent. Comme vous le savez, quand les taux augmentent, enfin c'est pas les taux au jour le jour qui font une très grande différence pour, je dirais, pour les investisseurs dans la vie quotidienne, mais s'il y a une répercussion, si ça ripple, comme on dit en anglais, s'il y a une onde qui part des taux d'intérêt à court terme et qui se répand dans les taux à plus long terme, à ce moment-là, vous le savez, le prix des obligations en circulation tombe. Ce n'est pas celui évidemment de celles qu'on émet, qu'on va émettre maintenant, qu'on va émettre à des taux plus élevés, mais c'est celui de celles qui sont déjà en circulation. Pourquoi le mécanisme, je m'aperçois que personne ne comprend autour de moi ce mécanisme, mais c'est très simple. Les nouvelles obligations vont être élevées, disons, vont être issues, disons, je ne sais pas, du 3%. Celles qui circulent sont à du 1%. Par conséquent, celles qui circulent seront dévalorisées par concurrence simplement avec celles qui vont être émises maintenant. Et du coup, bien sur le marché, elles vaudront moins cher. C'est tout, c'est ça le mécanisme. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Ça fait quoi? Depuis 2008, ça fait 7 ans. 7 ans pour sortir de la crise, c'est énorme. Les États-Unis considèrent d'une certaine manière qu'ils en sont sortis puisqu'on peut augmenter le taux d'intérêt. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt, ben, ça représente quand même, je dirais, c'est une part dans la richesse créée, et donc il doit refléter la richesse qui est créée autour de nous. Dans le système où nous sommes, vous le savez, on baisse les salaires des gens qui gagnent leur vie en travaillant, et les rentiers n'avaient pas plus grand-chose à se mettre sous la dent. Eux aussi n'avaient pas de taux d'intérêt sur lesquels se rémunérer. Alors voilà, le système capitaliste est en très grande difficulté. Ni les travailleurs ni les rentiers ne sont dans une situation très, très favorable. On va voir, là c'est une question de comment les marchés boursiers vont intégrer cette information. Quand je dis intégrer, c'est un effet, ce sera un effet, je dirais, d'ordre davantage physique au niveau des structures, plutôt que comme l'imaginent certains, et Keynes l'imaginait d'une certaine manière à son époque aussi, que plus qu'une question de représentation dans la tête des agents, parce que, comme j'ai eu l'occasion de le montrer en particulier, la représentation des agents n'a pas, des intervenants sur les marchés boursiers n'a en général pas véritable impact. Pourquoi? Essentiellement parce que c'est un brouillard où se mélangent les gens qui croient que ça va monter avec les gens qui croient que ça va baisser en quantité en général quasiment équivalente. Je voulais vous parler d'autre chose. En fait, depuis quelques jours, je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais parler de ces entretiens du nouveau monde industriel qui ont eu lieu à Paris lundi et mardi. J'ai fait lancer quelques tweets au moment même.
J'ai eu la très bonne surprise hier de voir que dans le journal Le Monde, Margherita Nassi a consacré à mon intervention, a consacré tout un article. C'est très bien, ça m'évite de devoir alors résumer moi-même mon intervention. Vous trouverez ça, je l'ai reproduit d'ailleurs sur mon blog. Ça se trouve aussi sur le site du Monde. Je ne sais pas si ce sera dans l'édition papier d'aujourd'hui. On verra. J'espère que d'autres articles de presse seront consacrés à certaines interventions, et en particulier je pense à celle de Evgeny Morozov, et je pense aussi à celle de Julien Assange. Nous avons eu la chance de pouvoir, voilà, d'avoir sur grand écran, de bavarder, je dirais, une demi-heure avec Julien Assange. L'occasion m'a été donnée de lui parler et je ne l'ai pas raté. J'avais une question, de toute façon, j'avais une question qui me démangeait depuis longtemps par rapport à lui. C'était son attitude vis-à-vis du libertarianisme, parce qu'il avait dit des choses extrêmement, je dirais, en faveur de ce courant d'opinion que j'assimile moi à une extrême droite financière dure. Il a répondu à ma question de manière extrêmement détaillée, extrêmement précise, en distinguant divers éléments dans cette tendance d'opinion, et en disant en particulier que pour ce qui est des grandes firmes les Google, les Facebook, etc., les Twitter, que leur attitude était extrêmement ambiguë vis-à-vis justement de ces idées libertariennes, qu'ils défendaient la liberté individuelle dans la mesure où ça leur permettrait d'améliorer la façon dont ils font du business, mais pour le reste, ils n'avaient pas beaucoup de considération pour ça, et qu'en particulier leur intrication, leur collaboration avec les agences les plus louches et plus secrètes gouvernementales et complètes. Donc sa réponse me paraissait extrêmement satisfaisante. Son intervention a été consacrée essentiellement à expliquer ce qu'il avait voulu faire avec Wikileaks. Et là aussi, je n'avais jamais eu l'occasion de l'entendre parler de manière, de faire une démonstration comme il l'a faite. Et là aussi, j'ai pu me convaincre que nous avions affaire à quelqu'un, je dirais, dans la trempe d'Edward Snowden, nos grands dissidents. Nous ne les traitons pas bien, nos grands dissidents. Monsieur Assange est assigné à résidence à Londres, dans une ambassade. Monsieur Snowden est à Moscou sans avoir vraiment l'occasion de pouvoir en sortir. Et ça me rappelait que l'époque où il y avait des dissidents de l'Union soviétique, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, et nous les traitions, enfin nos pays nous les traitaient extrêmement, extrêmement bien. Je me souviens d'une conversation à cette époque-là. Je peux en parler parce qu'il y a prescription. La personne qui m'avait fourni l'information est décédée depuis de très nombreuses années. Mais vous savez qui permettait en particulier à certains dissidents polonais de vivre comme ça en France et d'être accueillis, d'être rémunérés. Eh bien, la personne à qui je parlais, qui était bien placée pour connaître l'information, je ne vous parle pas d'une rumeur, je parle de la personne qui recevait physiquement l'argent en question. Qui est-ce qui payait pour que des dissidents polonais en particulier puissent travailler dans un très grand confort? Dans nos pays, c'était les fondations Volkswagen et Bertelsmann. Bertelsmann, c'est un grand empire de presse allemand. Est-ce que Volkswagen et Bertelsmann mettent à la disposition de la défense de M. Assange et de M. Snowden des sommes équivalentes? Je ne sais pas. Vous me direz, la compagnie Volkswagen a d'autres soucis en ce moment. Je ne dis pas que du tout, ça c'est pas du tout mon style de dire qu'il n'aurait pas fallu aider les dissidents de l'Union soviétique et de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, etc. Donc c'était une excellente idée. Je souligne simplement que nous n'avons pas le même empressement pour les dissidents actuels, et dont la tâche, les opinions qu'ils défendent méritent tout aussi bien d'être défendues. Monsieur Morozov a parlé. Morozov, je ne sais pas si vous le connaissez. Lui me connaissait. Pourquoi est-ce qu'il me connaissait? Il me l'a dit. C'est parce que j'ai été le premier quand même sur mon blog à faire paraître une traduction de ce qu'il dit en anglais.
Morozov, c'est le grand spécialiste de la, je dirais, d'une conception, d'une représentation de à quoi sert l'Internet, à quoi sert la numérisation. C'est un grand penseur, il est très jeune, mais j'ai eu l'occasion de bavarder en particulier une heure avec lui à l'heure du déjeuner, c'était lundi. C'est quelqu'un de très très intéressant, je ne regrette pas de l'avoir traduit, je lui ai dit que si l'occasion nous était encore donnée de le traduire, eh bien nous le ferions très volontiers. Et voilà, on a échangé aussi nos adresses mail et on a déjà un peu bavardé. Ce que dit Morozov, il dit en gros, je vais résumer rapidement. It's not the internet, stupid. Voilà, c'est pas l'internet en lui-même. C'est pas la numérisation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, it's capitalism, you idiot. Voilà. Le problème, c'est pas le numérique, c'est pas ce qu'on en fait, c'est même pas l'hypersurveillance, c'est le système capitaliste derrière. C'est lui qui constitue le problème majeur. Et tout le reste, ben, ce sont des traductions au niveau du numérique des problèmes qui nous viennent du fait que le système capitaliste est le système ambiant tout autour. Il le dit pas toujours de cette manière, je dirais vraiment explicite, mais c'est bien ça qu'il veut dire. Et là, devant un public parisien dont voilà, la difficulté, voilà, on a beaucoup perdu, je dirais, du fait que M. Assange parle en anglais. Il y avait aussi un M. David Berry, un professeur anglais. Morozov a parlé en anglais aussi. Quand il n'y a pas de traduction simultanée, un public français et francophone perd beaucoup de la substance de ce qui est dit, malheureusement. S'il n'y a pas d'article sur ce qu'a dit Assange ou Morozov ou Berry dans la presse française, eh bien l'explication, il ne faudra pas la chercher beaucoup plus loin, c'est parce que une compréhension de l'anglais dit rapidement par des gens dont c'est la langue maternelle ou bien qui la maîtrisent en tout cas de manière parfaite, comme c'est le cas de Assange, ça passe pas, il y a beaucoup qui est perdu. Il y a eu d'autres interventions. Moi, j'ai émis une critique vis-à-vis de celle-là. Celle qui cherche à trouver dans l'algorithme lui-même une philosophie. Je suis un petit peu sceptique. Monsieur David Berry en particulier, je lui dis que ce qui remettait en question, c'était plutôt l'usage social des logiciels plutôt que quelque chose qui serait caché de l'ordre de l'idéologie dans l'algorithme lui-même. L'algorithme, à mon sens, il est relativement neutre. C'est vrai qu'on peut faire un algorithme de telle ou telle manière, et Bernard Stiegler a attiré l'attention sur le fait que les axiomes, même en mathématiques, relèvent de la dialectique, c'est-à-dire en fait de l'accord commun et pas de la démonstration scientifique proprement dite qui découlerait simplement de la description du monde telle qu'elle est. Excellente remarque de Stiegler à cette occasion-là. C'est vrai qu'il y a une dimension idéologique dans tout ce que nous faisons, même dans le point de départ de notre réflexion mathématique. Finalement, c'est la thèse, je dirais, globale de mon livre « Comment la vérité et la réalité furent inventées ». Mais aller fouiller, je dirais, dans la manière dont la programmation est rédigée pour essayer de trouver là des implications, des intérêts ou de l'idéologie, il me semble que c'est une partie relativement neutre. Mais l'usage du logiciel qu'on l'on fait, ça c'est une toute autre affaire. J'ai une position là-dessus qui est un peu la même que j'ai, je dirais, à propos de l'argent. On me dit maintenant souvent que je suis keynésien parce que j'ai écrit un gros livre sur Keynes et que j'espère bien fait. Keynes considérait que l'argent n'était pas neutre. À mon sens, l'argent est bien plus neutre qu'il l'imaginait. Mais l'usage que l'on fait de l'argent, la manière dont ça circule, la manière dont c'est manipulé, ça oui, là, il y a de l'idéologie. Mais l'outil lui-même, à mon avis, c'est un outil neutre. Je n'ai pas la conviction d'un Silvio Gesell que si on change la monnaie, ou de tous les partisans de monnaie parallèle, complémentaire, etc., que si on change la monnaie, eh bien le système changera de lui-même. Non, à mon sens, la monnaie, elle est ce qu'on en fait. Voilà, un résumé c'est essentiellement ça que je voulais faire, un petit peu un résumé de ce qui s'est dit durant ces journées. J'espère qu'il y aura d'autres articles qui seront publiés que celui qui a paru dans le Monde hier et qui n'a parlé que de ma seule intervention. Merci en tout cas à Margaret Tanassi d'avoir
d'avoir fait un très grand, je dirais, un excellent compte rendu de ce que j'ai essayé de dire. Donc, c'était mardi, c'était